Aujourd'hui, dans les plus grandes compétitions sportives, la victoire se joue à d'infimes détails. Pour y parvenir, les athlètes de haut niveau n'ont de cesse de repousser les limites de leur corps. Mais grâce aux dernières avancées scientifiques, il se pourrait que les marges de progression soient désormais à rechercher dans leur tête. De plus en plus d'entraîneurs et de sportifs sont d'ailleurs convaincus. Développer un mental de champion serait la clé pour faire la différence et atteindre le podium. Dans cette perspective, scientifiques et fédérations sportives conjuguent leurs efforts. Ils font des neurosciences et de la psychologie les nouveaux piliers de la performance de haut niveau. Un athlète aura beau avoir la meilleure condition physique et un entraînement poussé, sans une force mentale de champion, difficile pour lui d'espérer remporter la victoire. Championnat du monde l'année dernière, où j'ai fait 11 minutes de combat, finalement il y en a 4. Je pense que c'était vraiment le combat où mentalement il fallait être plus forte que l'autre, où il fallait se dire je lâcherai pas. Et pour moi je me suis dit s'il faut que je dorme là, je dormirai là, mais je partirai pas sans cette victoire. Dans le sport de haut niveau, la préparation mentale prend aujourd'hui une place de plus en plus importante. Comme nous le savons depuis l'origine des arts martiaux, il existe une composante psychologique dans la coordination du corps et des performances d'une personne. Par conséquent, il ne suffit pas d'entraîner le corps ou de travailler la technique. Il est également important d'équilibrer les aspects mentaux et psychologiques. La majorité des sportifs, la majorité des entraîneurs ont bien compris que le mental était une dimension essentielle pour produire de la performance, pour réaliser une performance. Une fois qu'on a dit ça, les personnes, les sportifs, les entraîneurs ne savent pas toujours quoi mettre derrière. Et il est clair que le travail psychologique est déterminant pour accompagner les sportifs dans la construction de leur performance. Longtemps associée à des troubles du comportement, la psychologie du sport a souvent fait défaut dans les programmes d'entraînement. Elle apparaît aujourd'hui comme un facteur clé de la performance de l'athlète. Il y a quelques années, tout le monde aurait dit que c'était inutile. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est important. On a probablement encore tendance à dire « c'est important pour un tel ou un tel, mais pas pour moi, je m'en sors très bien ». Je ne crois pas que l'acceptation soit totale, mais on s'en rapproche définitivement. Les grands sportifs qui durent ont bien compris que pour durer, il fallait vraiment s'entraîner, être stable émotionnellement et psychologiquement. Sinon, on brille une saison, 2 saisons, on fait un coup d'éclat et puis, pouf, on redescend. Voilà que le travail psychologique s'invite désormais dans les laboratoires de neurosciences pour devenir un outil accessible à la fois aux entraîneurs et aux athlètes dans les sports individuels mais aussi collectifs. Dans le domaine des sports collectifs, il y a une vraie particularité, c'est-à-dire que là où historiquement la préparation mentale s'est centrée sur l'optimisation du potentiel de l'individu, on se retrouve maintenant à devoir être aussi capable d'optimiser le potentiel des équipes. Et ça demande une expertise qui est différente, qui est complémentaire et qui est très particulière. C'était la percée, ensuite plaquage. S'intéresser à la dimension mentale et à la psychologie sociale au sein des équipes de sport collectif, c'est l'ambition de Michael Campo. En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce chercheur en psychologie a lancé le programme Team Sport afin de développer des outils de préparation mentale à destination des entraîneurs. D'accord. Dans les laboratoires de l'INSERM à Dijon, il fait une expérience avec une joueuse de rugby pour analyser son positionnement dans le groupe. Donc, Mathilde, tu vas voir une vidéo de toi qui est en train de jouer au rugby, ok? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me répondes ce que tu ressentais comme émotion, ça va être la première question, pendant que tu joues. Ce que tu ressens, est-ce que tu le ressens à titre individuel, personnel
toi, sur le terrain de toi, ou est-ce que tu le ressens en tant que membre de ton équipe, à titre collectif? On est parti. On sait qu'une personne peut réfléchir avec ses intérêts individuels mis en avant, avec ses traits de personnalité, ses caractéristiques individuelles. Donc ça, on dit qu'on est au niveau du je, pour faire comprendre, du moi. Mais selon certaines situations, certains contextes, je peux non plus mettre en avant mes intérêts individuels et mes caractéristiques, mais plutôt être noyé dans mon appartenance groupale. C'est ce qu'on appelle l'identité sociale. L'identité sociale, c'est quoi? C'est moi en tant que membre d'un groupe. Et ce qui est important pour moi à ce moment-là, quand c'est cette identité sociale qui est activée, c'est que mon groupe réussisse. En regardant la vidéo, Mathilde va revivre les émotions vécues lors de l'entraînement et les mettre en lien avec son appartenance au groupe. Là, tu te fais rattraper et plaquer, c'est ça? Oui. Et du coup, ça te fait... comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Là, je pense au groupe. Je me dis mince, je suis pas allée marquer. Donc il faut retravailler ensemble pour concrétiser. Ok. Donc là, le fait de te faire, entre guillemets, plaquer et mettre au sol, du coup, toi, c'est de la culpabilité, c'est ça? Oui, un petit peu. D'accord. Et la culpabilité, du coup, elle te renvoie de ce que nous dit le graphe, là, à quelque chose qui est plus individuel. En fait, ce que l'on sait, c'est que selon si je me sens membre du groupe ou si je me sens non membre de ce groupe, je vais avoir un schéma de pensée qui va être différent et donc du coup des réactions émotionnelles et comportementales qui peuvent être complètement différentes. On parle souvent de régulation des émotions, mais dans la panoplie des régulations des émotions, dans les sports collectifs notamment, il existe aussi ces capacités de régulation identitaire. Est-ce que je suis capable de pouvoir réguler, changer, varier mon niveau identitaire pour pouvoir vivre des émotions qui sont fonctionnelles pour la performance? Dans une équipe de France, dans les équipes olympiques que j'accompagne, même sur les sports individuels, on travaille sur le collectif. Parce que c'est extrêmement important qu'un athlète qui arrive ou un coach qui arrive se sente bien dans son équipe. Ça crée une fluidité, ça crée une harmonie. Plus les gens sont bien dans un groupe, et plus ils vont se donner, et plus ils vont avoir envie d'aller plus loin. Vous êtes prêts, c'est bon, il y a tout le monde, allez, c'est parti. C'est parti les gars, c'est parti. Allez. Quand on s'intéresse seulement au travail psychologique, le travail d'interaction avec les entraîneurs ou avec les préparateurs physiques est intéressant parce que nous, on accède, si vous voulez, avec les sportifs, à des choses qui ne sont en général pas dites, qui ne sont pas verbalisées auprès des entraîneurs ou auprès des préparateurs physiques. On accède par exemple à des difficultés que les sportifs rencontrent. On accède à un niveau, si vous voulez, d'organisation de la performance qui est celui... peut-être qu'il n'est pas évoqué avec l'entraîneur parce qu'on ne va pas lui dire aussi parfois, tout simplement. Hein. Et donc, le travail d'interaction, il est là, à ce niveau-là. C'est-à-dire, nous, on peut apporter, si vous voulez, des informations qui permettent aux entraîneurs d'ajuster les choses. Juste on s'y met à fond, ok, on fait les choses bien. Pensez, gardez bien de la profondeur sur tout ce qu'on fait. Soyez pas pressés avec le temps de prendre le ballon. Le positionnement identitaire des joueurs n'a pas qu'un intérêt pour la cohésion de groupe, elle pourrait aussi jouer un rôle essentiel dans la performance et même l'exécution du geste. C'est en tout cas ce que cherche à prouver Michael Campo aux côtés de Charalambos Papaxantis. À l'INSERM, ce chercheur en neurosciences dirige un laboratoire spécialisé dans l'analyse du mouvement, notamment chez les sportifs de haut niveau. Nous, dans ces projets, on apporte de nouveaux concepts, de nouvelles méthodologies issues des neurosciences pour pouvoir évaluer, mesurer l'impact qu'ont plutôt les processus psychologiques sur la performance sportive. Je vais te demander de contracter ton biceps, s'il te plaît. C'est parfait. Dans cette expérience, Charalambos et son équipe utilisent des caméras infrarouges et des capteurs pour analyser et décomposer le geste d'un joueur de rugby en fonction de son positionnement identitaire. Je laisse tomber le bras comme ça. On va par exemple voir comment est-ce que une identité « je »
ou nous peut avoir comme impact sur les gestes fins? Comment est-ce qu'elle peut influencer le processus décisionnel? Et aussi, quel est l'impact sur le processus d'inhibition d'un mouvement ou l'exécution d'un mouvement? Donc je te laisse te concentrer sur l'écran, la séquence va commencer, et à la fin de la séquence, n'oublie pas de faire la passe. Lors de l'expérimentation, le joueur va réaliser une passe de rugby après avoir lu un texte au cours duquel sont projetées à son insu des images subliminales. Une photo de lui qui fait appel au positionnement individuel, puis le mot « nous » qui fait référence au collectif. L'information est diffusée très rapidement, si bien que son cerveau va traiter l'information sans qu'il en ait conscience. C'est ce qu'on appelle l'amorçage subliminal. Super. Tu te remets en position. On va analyser précisément les différents paramètres, c'est-à-dire la technique du mouvement, le déplacement de chaque segment du corps, les angles corporels, etc. On aura l'activité électromyographique, c'est-à-dire la commande motrice qui arrive aux muscles, et on verra si un sujet qui adopte le processus « je », c'est-à-dire beaucoup plus individuel, est-ce qu'il a une forme de mouvement qui est différente d'un sujet qui va adopter plus une identité « nous », c'est-à-dire beaucoup plus collective. No tap around to go the other way. Sexton with the 3 points. Half-time approaching. Il suffit, je ne sais pas moi, pour un buteur de voir son image en plein écran sur un écran géant dans un stade. On peut supposer que ça viendrait justement jouer sur un renforcement du positionnement personnel, par exemple. Le discours de l'entraîneur, par exemple, avant un match, qui mettrait en avant la défense du maillot, en tout cas l'aspect collectif, pourra avoir une influence sur le fait que moi, en tant qu'athlète, en tant que joueur, je me sens membre de cette équipe-là. Analyser son positionnement au sein de l'équipe n'est pas le seul élément important pour assurer une bonne dynamique de groupe. Savoir réguler ses émotions et gérer son stress lors des compétitions peut aussi avoir une influence considérable sur le résultat. Et c'est d'autant plus le cas lorsque le niveau des sportifs est élevé. Il suffit alors d'un grain de sable pour que leur performance en pâtisse. Cette question de la gestion des émotions, de la régulation, donc de la préparation de l'athlète à gérer ses émotions, c'est un apprentissage. Ça s'apprend. On a besoin du stress pour être dans les meilleures conditions, mais il faut savoir gérer. Sinon, si on bascule et qu'on est dans trop de stress, eh bien ça produit ces désastres qu'on voit sur les compétitions avec des gens qui n'arrivent plus à du tout faire leurs courses alors qu'ils l'ont travaillé et qui savent faire ça sur le bout des doigts ou qui vont produire des contre-performances. Généralement, on considère qu'il y a des très bons joueurs d'entraînement, mais qui sont moins bons en compétition, en match, parce que justement la pression du match fait qu'ils ne gèrent pas la difficulté, la pression, l'enjeu, le stress, et leur fait perdre leurs moyens et leur geste n'est plus automatisé comme il est à l'entraînement, comme il est fluide, comme il est simple. Donc nous, on travaille essentiellement sur ça. Développer sa force mentale est donc indispensable pour dépasser des obstacles souvent inattendus. À Chalon-sur-Saône, Jean-Rémy Chardonnay a mis au point un cube de réalité virtuelle destiné à mettre en situation réelle des joueurs de rugby et les aider à mieux gérer leur stress et leurs émotions sur le terrain. La demande était de pouvoir mettre en situation des joueurs de rugby et de voir dans quelles conditions en fait on arrive à reproduire un même état psychologique ou un même état physiologique de stress en particulier qu'en situation réelle. Donc le joueur, lui, se met à la place d'un joueur virtuel et il est face au ballon de rugby et face à ses poteaux. Et donc l'idée, c'est qu'il s'apprête à tirer dans les buts. Il peut voir aussi ses coéquipiers, il peut voir aussi l'arbitre, il peut voir aussi les joueurs adverses, évidemment. Et puis surtout, il entend aussi l'environnement qui est autour de lui. Une fois mis en situation dans ce cube,
Le joueur est soumis à des stimuli extérieurs au plus près de la réalité du terrain. En fonction des chants de supporters, huées des supporters adverses ou conditions climatiques, il évalue son état émotionnel. Sur une échelle de 1 à 7, jusqu'à quel point est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment dans le stade? 5. Plonger le joueur dans cet environnement virtuel permet de tromper ses perceptions sensorielles. Il vit ainsi un état émotionnel similaire à celui d'un match en situation réelle. L'idée, c'est d'étudier un petit peu tous les paramètres et de prendre après, à la fin, un ensemble de paramètres. On va dire, voilà, c'est ceux-là qui permettent d'avoir effectivement le même niveau mental, le même état mental que dans la réalité. Et on est sûr que lorsque la personne, le joueur va être vraiment dans un vrai stade, en fait, il ne sera pas impressionné parce qu'il aura déjà eu mentalement cet entraînement qui permet du coup d'avoir la même chose qu'en réalité. L'une des choses les plus importantes à faire avant un match est de s'habituer à l'environnement de la compétition sans trop s'y attacher. Il y a des paradigmes que l'on peut changer et d'autres que l'on ne peut pas changer. Par exemple, les encouragements de l'autre équipe peuvent vous déstabiliser. Il est donc très important de se concentrer sur l'instant présent. En ce qui concerne le stress sur la performance, il y a un moment, ça peut aller jusqu'au blocage. Okay. Et puis, ça peut aller aussi à un niveau d'excitation qui est tout à fait bénéfique. Ce qu'on appelle le E-stress, le bon stress. C'est-à-dire ce que les sportifs ressentent au moment des compétitions. Ils sont contents de faire la compétition parce qu'ils ressentent ce stress qui est tout à fait positif. Et c'est en ça que la psychologie du sport aide les sportifs aussi à réguler, à trouver ce bon niveau si vous voulez, d'engagement dans la situation pour que le stress soit positif. Faire de son stress un allié, c'est ce qui a permis à Kevin Mayer d'être sacré champion du monde. En 2017, à Londres, il ne lui reste plus qu'un essai pour parvenir à franchir la barre sans la faire tomber. À ce moment-là, j'y croyais absolument plus, parce que j'étais totalement perdu à la perche. Et je me suis tout simplement dit, au lieu de commencer à paniquer, à me dire que c'était fini, etc., je me suis dit, fais tout ce qu'il faut pour essayer de franchir cette barre. Et c'est vrai que j'ai passé cette barre en la frôlant de A à Z. Et ça a fait de moi champion du monde. Quand j'y repense, je comprends pas comment j'ai passé cette barre. Si l'accompagnement psychologique s'avère aujourd'hui nécessaire pour augmenter la performance des sportifs, des méthodes plus ciblées pourraient leur permettre d'entraîner spécifiquement leur cerveau. Mars 2020. À l'approche des plus grandes compétitions sportives et des Jeux Olympiques, des milliers d'athlètes se sont retrouvés dans l'impossibilité de pratiquer leur discipline et de s'entraîner physiquement. Les athlètes, à l'annonce de l'arrêt de l'entraînement en raison du Covid et surtout aussi du report des Jeux Olympiques, ont eu un choc. Ça m'a ravagé qu'il n'y ait pas eu les Jeux. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai attendu ça et je me suis entraînée pour, j'étais prête. Et là, ça n'arrive pas. Pourquoi cette année? Pour l'instant, c'est la japonaise qui est installée au niveau du Kumikata et c'est la japonaise encore qui est sur la table. Les compétitions, c'est le tempo d'une saison. Ça fait partie de la vie d'un athlète. Donc quand tout ça s'arrête, ça crée un vide énorme. Comment ne pas craindre pour ces champions ou futurs champions immobilisés la perte de leur avantage, la diminution de leur performance, l'amoindrissement de leur capacité? Dans cette situation hors du commun, beaucoup ont dû s'adapter, solliciter leur tête, miser plus que jamais sur leurs ressources psychiques et leur force mentale. Un certain nombre d'entre eux ont renforcé l'accompagnement psy pour permettre à ce que le cerveau reste toujours en activité, ou même s'il ne s'exerce pas physiquement, qu'il y a un entraînement qui continue.
À défaut de pouvoir s'élancer d'un plongeoir de 10 mètres, disputer un match ou s'agripper au kimono adverse, certains athlètes ont eu recours à des techniques d'entraînement mental souvent utilisées par les sportifs immobilisés par la blessure. Pendant l'entraînement, il va y avoir des phases, qu'on le veuille ou non, où l'athlète ne pourra pas s'entraîner parce qu'il est blessé, parce qu'il est malade. Et donc, de développer des méthodes qui permettent soit de maintenir des niveaux, des capacités, notamment cognitives, neurophysiologiques, vont être importantes, notamment dans ces phases de blessure, et donc de s'appuyer sur des méthodes qui permettent de préserver ces capacités, donc de réduire finalement le temps nécessaire à l'athlète pour retrouver son niveau d'avant-blessure. Dans les locaux de l'INSEP, l'Institut du sport et de la performance, Claire Calmels a l'habitude de faire face à ce genre de contraintes. Depuis plusieurs années, elle accompagne des sportifs blessés pour les aider à récupérer plus vite et garder intactes toutes leurs sensations. Super. Qu'est-ce que tu as ressenti là? Bien, il est bien monté. J'ai bien ma position en l'air, bien tendu, bien gainé. Et il était propre. Elle fait appel à une technique de plus en plus répandue dans l'entraînement des sportifs de haut niveau, la simulation motrice. La simulation motrice, de manière simple, c'est simuler une action. Donc quand on imagine une action, quand on l'observe, quand on la verbalise, il y a des zones dans notre cerveau qui s'activent, motrices et zones des sensations, et qui sont communes aux zones qui sont activées quand on réalise pour de vrai cette action, c'est-à-dire qu'on l'exécute physiquement. Et en plus, il y a la respi. Ouais. Ton ressenti, dis-moi. Mon ressenti, plutôt bien. J'ai bien senti remonter le Rudywood. Après, l'ouverture encore un peu molle, je trouve. Marine Prieur, championne de trampoline, est blessée et privée d'entraînement physique depuis plusieurs mois. Elle s'entraîne aux côtés de Claire Calmels à exécuter dans sa tête différents enchaînements afin de récupérer plus vite. Trop forte. En simulation motrice, on travaille surtout du coup sur nos enchaînements et on va surtout être sur de la précision des gestes, donc sur les positions qui sont différentes, groupées, écarpées, tendues, sur la position des mains, sur la tête, si elle est droite ou pas. Je vais utiliser les panels de simulation motrice, soit l'imagerie motrice, donc faire dans sa tête un geste, soit l'observation, observer le geste, soit la verbalisation. Et je rajoute à tout ceci le mime. Je leur demande de mimer, s'ils peuvent, et de compléter l'imagerie, l'observation, la verbalisation avec du mime. Élancer son corps, évoluer dans l'espace, ressentir la pesanteur, rebondir sur la toile. Chacun des gestes, des mouvements ou des actions de l'athlète sont codés dans son cerveau. Grâce à la simulation, Marine réactualise certaines connexions neuronales et améliore ainsi sa technique. La simulation motrice permet aux sportifs de l'aider à mieux progresser, à affiner sa technique, mais aussi à éradiquer des défauts. Au moment où j'ai commencé avec Claire, au début, j'arrivais même pas trop à m'équilibrer quand je faisais les mouvements avec elle. J'arrivais pas trop à analyser, je savais pas trop ce qui allait pas, etc. Et maintenant, j'arrive à mieux analyser, à mieux sentir les choses, à mieux comprendre les choses. Et je m'améliore. Je suis contente. Mais la simulation motrice n'est pas réservée qu'aux sportifs blessés. Elle s'intègre de plus en plus dans les programmes d'entraînement des athlètes de haut niveau pour compléter leur préparation physique et augmenter leur performance. Claire Calmels l'utilise pour améliorer la réactivité et la capacité d'anticipation des sportifs qui doivent faire face à un adversaire. C'est le cas de Léo Rossi, de l'équipe de France de badminton. C'est parti. Lobe croisé, bloc droit. Amorti croisé, lobe croisé. Smash croisé, longue droite.
Au début, je n'arrivais pas trop à suivre la vitesse quand Claire disait les choses. Je mettais du temps à m'adapter à ce qu'elle disait. Et au fur et à mesure, elle parlait de plus en plus vite et j'arrivais à suivre les coups des adversaires et à produire des coups de qualité. En badminton, il y a une incertitude du joueur de son adversaire, que l'on joue en simple ou en double. L'individu doit être amené à prendre les bonnes informations dans un contexte qui est variable et imprévu, et ça sous de fortes contraintes temporelles. En complément de la simulation motrice, Claire Calmels soumet les athlètes à des exercices neurocognitifs d'occlusion temporelle. Là, il se match droit. En travaillant sur le paradigme d'occlusion temporelle, qui consiste à montrer une séquence vidéo, à la stopper à un moment précis et à demander à l'athlète que va-t-il se passer, que va faire l'adversaire. Amorti droit, lobe croisé tendu, là il défend tendu droit derrière le partenaire. On améliore ainsi ses capacités d'anticipation. La plus grande avancée pour moi en préparation mentale, en fait, elle est psychologique, hein, c'est lié aux neurosciences, c'est qu'on s'est rendu compte que le cerveau était plastique, donc ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en s'entraînant mentalement, alors de différentes façons, en jouant du piano, en méditant tous les jours, en faisant tel exercice de concentration ou de répétition mentale, eh bien le cerveau se transforme un petit peu, il se structure, il est un peu plastique et du coup on arrive à le changer, à le modeler un petit peu comme on a envie de le modeler. Grâce à l'entraînement mental, voilà que le sportif serait en capacité de modeler son cerveau, réorganiser ses connexions neuronales pour peu à peu acquérir le geste parfait, voire augmenter sa force. On s'est rendu compte que s'entraîner mentalement va induire une plasticité cérébrale qui est très comparable à l'entraînement physique au fur et à mesure du temps. Donc c'est pratiquement comme si on s'entraînait physiquement, à l'exception que ça ne débouche pas sur le comportement, qu'il n'y a pas de mouvement à proprement parler. À l'université de Lyon, Aymeric Guillot cherche à comprendre l'action du cortex et la réponse musculaire lorsque le sportif s'entraîne mentalement, notamment dans des disciplines qui requièrent de la force, comme l'haltérophilie. L'enjeu de l'étude qu'on cherche à faire aujourd'hui, c'est de justement étudier de manière un petit peu plus approfondie ces relations entre cerveau et muscle et dans quelle mesure on va avoir ce qu'on appelle une plasticité corticomotrice, c'est-à-dire une plasticité entre la réponse corticale au niveau cérébral et la réponse musculaire sur les muscles concernés par le mouvement. Donc on regarde de quelle manière le fait de s'entraîner mentalement permet d'améliorer la force. Pour l'expérience, l'athlète est équipé d'électrodes positionnées sur son crâne pour analyser l'activité cérébrale et sur les muscles pour étudier l'activité musculaire. Donc, le but, c'est vraiment que tu me fasses des oui avec ta tête, que tu sois d'accord, que tu vois la planche. Il est situé face à une plateforme de force, un plateau sur lequel sont disposés plus de 300 kg de fonte. Ce qu'on va demander à la personne, c'est d'alterner des situations dans lesquelles elle va effectuer physiquement le mouvement. Donc, il faudra qu'il contracte les muscles du bras. En fait, ça va être une tâche de flexion de l'avant-bras sur le bras, mais ils seront contre une plateforme de force, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas effectuer cette flexion-là. Et elle va alterner cette situation-là avec la simulation motrice. Donc, elle va imaginer mentalement qu'elle effectue ce mouvement-là, mais sans le faire physiquement. Grâce aux données récoltées par les capteurs, Aymeric Guillot va analyser et comparer la connexion entre le cerveau et les muscles lorsque l'athlète réalise le mouvement et lorsqu'il l'imagine. Ok Tony, maintenant que tu as terminé l'expérimentation, ce que je te propose, c'est de jeter un petit coup d'œil sur le type de données qu'on va traiter et les interprétations qu'on va pouvoir en faire et pouvoir t'expliquer par la suite à quoi ça a servi. Ici, tu as l'activité du deltoïde antérieur. On va voir que cette activité musculaire va être très fortement corrélée à la chute de puissance dans les régions du cerveau qui sont aux alentours des régions centrales, donc du cortex moteur. Et ce qui nous intéresse un petit peu plus particulièrement, nous, dans cette étude, c'est essayer de voir dans quelle mesure cette connexion entre le cerveau et le muscle, l'activité cérébrale et l'activité musculaire, elle va être similaire ou différente lorsque tu imagines le mouvement.
Mieux comprendre les connexions entre le cerveau et la force musculaire permettrait aux sportifs de savoir plus précisément sur quel geste ou quel muscle focaliser leur attention lorsqu'ils simulent le mouvement. Donc l'idée, c'est vraiment de mieux comprendre ce qui se passe dans la mise en place du travail mental et la manière dont il est effectué pour pouvoir, à terme, donner des consignes de travail les plus optimales possibles en direction des athlètes. Ce qui est fascinant et extraordinaire, c'est de pouvoir avoir des éléments sur le fonctionnement du cerveau, alors qu'on l'observait de façon clinique. Et là, on a une description précise de la manière dont ça se passe, quelles sont les zones qui sont engagées dans telle ou telle situation. Évidemment, quand aujourd'hui je peux dire ça a été validé scientifiquement, on a la démonstration que c'est comme ça que ça fonctionne, ça donne une force supplémentaire et ça rassure et ça réconforte. En apportant des données objectives sur le fonctionnement du cerveau des athlètes, les neurosciences viendraient donc confirmer l'importance de la préparation mentale au service de la performance. Je pense que le mental est un aspect fondamental de la performance. Et ce qui a changé aujourd'hui, c'est que la plupart des athlètes l'admettent et se concentrent particulièrement sur ce point. Si vous regardez aujourd'hui le profil et le parcours des plus grands sportifs actuels dans tous les sports, sport de combat, sport de raquette, sport collectif, ce que vous voulez, les meilleurs des meilleurs des meilleurs, ils s'entraînent tous mentalement. Ils ont bien compris jeunes que dans les moments de grande performance, donc sur une balle de match, une balle de set, sur la fin d'un combat. En fait, ces moments-là, ils sont extrêmement stressants. Et ils demandent une parfaite maîtrise de soi, de ses émotions et de son mental pour vraiment performer. Et c'est fini, Novak Djokovic remporte après 3 heures et 3 minutes un combat intense, le seul combat. Augmenter sa concentration, améliorer ses prises de décision ou renforcer ses réflexes visuels sont autant d'objectifs vers lesquels tendent aujourd'hui les athlètes. Dans cette optique, mettre son cerveau à l'épreuve grâce à des exercices neurocognitifs devient un élément incontournable en vue d'une performance. Le premier point du neurocognitif, c'est tout d'abord la vision. La vision, c'est la faculté de voir avec une vision centrale, c'est-à-dire centrée sur quelque chose, ou périphérique, tout ce qui se passe en dehors de l'objet qu'on est en train de regarder. Et ça, c'est extrêmement important dans le sport au sens large. Le deuxième point, c'est l'analyse. Parce que si on voit très bien, mais qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut pas répondre comme il faut. Et le troisième point, c'est la réponse. Si on a bien vu, qu'on a bien compris, il va falloir répondre vite et bien, adapté à la situation. L'idée, c'est qu'il y ait un lien entre ce qu'on fait là sur le terrain. Okay, c'est très important. Donc là, on est en stimulation. Vous allez voir un peu les couleurs, les prises d'informations, la redistribution. Au Paris FC, Michael Bouli fait de l'entraînement neurocognitif une part importante de la préparation mentale des gardiens de but qui sont soumis à une charge mentale particulièrement élevée. Il a fait appel à Anthony Sorel, qui développe des programmes de réalité virtuelle pour entraîner le cerveau des sportifs. Aujourd'hui, pour moi, la préparation physique et la préparation cognitive, elles sont aussi importantes l'une que l'autre. Si on n'est pas bien physiquement, on ne peut pas jouer. Puis si on n'est pas bien mentalement, on ne peut pas jouer. Donc tout est lié, quoi. Beaucoup de gens ont pris conscience que l'entraînement cognitif, finalement, c'était certainement quelque chose qui allait pouvoir révolutionner le sport. Et c'est ce qui nous a amené à aller observer quels sont les indices visuels qui sont pris par les joueurs et donc comment cette prise d'information s'effectue. On a développé cette expérimentation qui consiste à suivre des cibles qui se déplacent au milieu de distracteurs, donc d'autres joueurs. Concrètement, le joueur va se retrouver immergé sur un terrain de foot avec 4 cibles qui sont visibles au départ. On va lancer l'action. Les 4 cibles vont devenir exactement de la même couleur que les autres, des rouges, des bleus. Et au bout de 10 secondes, le but du jeu, c'est de les retrouver. Cet exercice fait appel à la fois à l'attention, à la mémorisation et à la rapidité d'exécution du joueur.
Le sportif doit développer des stratégies visuelles et cognitives efficaces pour réussir à suivre les cibles sans les perdre de vue, puis les identifier. Si jamais des cibles sont ratées, eh ben, pourquoi elles sont ratées? Est-ce qu'il y a une raison qui, à un moment, amène le gardien à avoir une forme peut-être de surcharge attentionnelle qui l'empêche de tout suivre? Au fur et à mesure de l'exercice, le joueur entraîne ses mécanismes attentionnels liés à la vision. Il accroît ainsi sa vitesse d'analyse et sa concentration. Le but est ensuite de transposer ces nouvelles compétences directement sur le terrain. Aujourd'hui, une prise d'information, ça peut faire basculer un match d'un côté comme de l'autre. Mais le fait de les travailler, ça nous met dans une situation où, comme ils ont déjà vécu la situation, bah, ça devient, entre guillemets, pour eux, pas facile, parce que jamais rien n'est facile, mais la lecture du schéma est déjà incorporée dans le cerveau. Donc c'est comme une bibliothèque où j'irai chercher dans un tiroir cette solution-là par rapport à cette action-là. Dans le sport, ce qui fait la différence, c'est comment vous gérez la pression, comment vous restez concentré, jusqu'où vous êtes prêt à puiser en vous quand la performance est en jeu. L'entraînement cognitif ouvre une voie nouvelle dans la préparation mentale des sportifs pour les exercer à maintenir leur attention aux moments les plus décisifs. Mais il soulève aussi la question de son utilisation dans une logique de course à la performance, avec l'apparition de méthodes de stimulation cérébrale à destination des athlètes. À Turin, en Italie, le centre de rééducation RIPA travaille étroitement avec des cyclistes professionnels pour intégrer la stimulation transcrânienne dans l'entraînement cognitif des sportifs de haut niveau. La stimulation électrique transcrânienne est une technique de stimulation du cerveau. Elle permet de modifier les capacités corticales en utilisant simplement différentes polarités. Grâce aux électrodes que nous posons sur le cuir chevelu en fonction de la zone à stimuler, nous pouvons augmenter et améliorer l'activité des neurones et la communication entre les synapses. Dans cette expérience, Milena Zucca soumet le cycliste à une batterie de tests cognitifs classiques afin d'activer les fonctions exécutives du cortex. Lors de la session, les électrodes posées sur la tête du sportif créent en plus un champ électromagnétique à la surface de son cerveau. Cela permet d'amplifier l'activité électrique des neurones. Dans ce cas précis, la zone en rouge nous permet de comprendre où la stimulation a lieu et où l'activité cérébrale est la plus importante, puis d'évaluer de manière concrète les zones stimulées. La stimulation cérébrale ne génère rien, mais agit sur une activité cérébrale déjà existante. L'athlète travaille sur un ensemble d'exercices cognitifs qui lui permettent d'augmenter certaines activités comme la planification, l'attention, la capacité de passer rapidement d'une tâche à l'autre. Sinistra, 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 La stimulation de l'activité cérébrale du sportif pourrait à terme améliorer son activité motrice et le rendre plus performant.
Dans l'étude que nous avons réalisée, nous avons pu constater dans le contre-la-montre une réduction du temps d'exécution de 1,3%. Ce résultat, qui peut sembler minime, en réalité, dans une course, peut être extrêmement important, car cela peut faire passer un cycliste de la 6e place au podium. De plus en plus d'athlètes ont recours à la stimulation transcrânienne pour optimiser leur préparation mentale et améliorer la récupération. Cette technique serait-elle l'ultime évolution de l'entraînement cognitif pour atteindre le podium? On accorde beaucoup d'attention à ce qu'on appelle la stimulation électrique transcrânienne, qui est un moyen très simple de modifier la manière dont les neurones communiquent entre eux. En fait, ça pose deux questions. La première, est-ce que ça marche? Est-ce que ça optimise la performance de manière fiable? Et la deuxième, si c'est le cas, doit-on l'utiliser? Est-ce de la triche? A-t-on envie que le sport ressemble à ça? Le dopage mental, en tout cas à l'heure actuelle, par le biais d'exercices, je ne vois pas comment ça pourrait rentrer dans cette case. Là où ça peut commencer à poser problème, c'est quand on prend certaines substances qui vont favoriser la mise en place d'un état cognitif. Le neurocognitif, c'est souvent de la répétition. C'est de l'association d'un stimuli visuel à une réponse adaptée, à des contraintes. C'est aussi de plus en plus intégré à l'entraînement. À mon sens, tant que ça reste dans ce cadre-là, ça ne peut pas être classé comme un programme dopant. Maîtriser ses émotions, gérer son stress, travailler sa concentration, décupler ses capacités cognitives, serait-ce la clé pour atteindre le Graal de tous les athlètes, cet état de performance optimale que l'on appelle le flow? Alors le flow renvoie à l'idée, si vous voulez, d'une façon d'être à la situation dans laquelle on est dans un état de réussite dit de grâce, on est complètement immergé dans la situation. Il y a peut-être une fusion entre la personne et son environnement et ses objets aussi, on fait plus qu'un, voilà. Et puis cette sensation de plaisir parce qu'on contrôle la situation et puis qu'on a une certaine puissance dans ce que l'on fait. Le flow, c'est une sensation qui est liée à l'action. Et c'est une sensation qui apparaît, je dirais quand même rarement, et qui accompagne un geste qui est fait avec une telle précision, une telle aisance, que le sujet lui-même en est surpris. Iliana Teineko est archère de l'équipe nationale suisse. Elle est aussi doctorante à l'Université libre de Bruxelles. Dans le laboratoire des sciences et de la motricité, elle étudie le flow aux côtés de Guy Chéron et cherche à comprendre comment y parvenir. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir un retour de ce qui se passe à l'intérieur du cerveau quand un archer est en train de tirer. Et surtout peut-être de savoir quelle est la réaction au niveau cérébral pour peut-être modifier un petit peu, arriver à modifier cette réaction pour que la flèche suivante soit une bonne flèche. Dans cette expérience, il s'agit de voir ce qui se passe dans son cerveau lorsqu'elle est dans un état proche du flow. Assez facilement, parfois, les gens disent « Ah oui, là, je pense que j'étais très proche du flow. » À partir du moment où ils l'ont vécu. Maintenant, la difficulté, c'est d'enregistrer ce moment. Et donc d'aller capter les activités cérébrales, probablement. C'est un dialogue entre le corps et le mental, le corps et l'esprit, le corps et le cerveau. Mais comment capter cet état mental? Pour comprendre le processus physiologique mis en œuvre dans le flow, Guy Chéron va mesurer chez Iliana les ondes cérébrales et les réponses musculaires qui y sont associées en pleine performance. Ce que tu dois faire, c'est une performance optimale. Donc le but, c'est de tirer évidemment et de faire des 10 tout le temps. Ça ne sera pas le cas. Et on va pouvoir, à force de répéter, essayer de capter l'état mental qui va accompagner un 10 ou qui va accompagner un 6.
Grâce aux multiples capteurs, Guy Chéron peut étudier l'action effectuée par chaque muscle d'Iliana à un moment précis du mouvement. Il établit ensuite une corrélation avec ce qui se passe dans son cerveau lorsque l'athlète effectue sa performance de façon optimale et non optimale. À partir de la mesure de ces activités sur le cerveau, on va pouvoir différencier dans le même geste, pour la même action, des moments où le sujet nous dit, écoutez, là je suis proche du flow, sur une échelle de valeur entre 0 et 10, là ce que je viens de faire, c'est 9. Et puis on va comparer cet état proche du flow avec un état où au contraire il a fait la même chose mais moins bien. Et ils se sont donnés comme score 4 ou 6 sur 10. Au cours de ses recherches, Guy Chéron a pu constater que les zones activées dans le cerveau étaient différentes lorsque l'athlète était plus ou moins proche d'un état de flow. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque la performance est moins bonne, l'activité électrique du cerveau est principalement gérée par le cortex préfrontal, donc la partie antérieure du cerveau. Alors cette partie antérieure du cerveau est active parce qu'elle est vraiment la zone, je dirais, c'est la tour de contrôle de ce que vous êtes en train de faire de façon cognitive. Donc elle analyse la situation, que ce soit les éléments positifs ou les éléments négatifs. Et lorsqu'on est dans une situation proche du flow, qu'est-ce qu'on constate? On constate effectivement que la partie frontale est moins active. Ça veut dire aussi que l'activité frontale a laissé faire, elle a laissé aller le mouvement. L'enjeu de ces recherches serait à terme d'aider les athlètes à créer les conditions favorables pour parvenir à cet état de grâce. Sur cet essai-là, elle tire 3 flèches et que sur les 3 flèches qu'elle tire, on remarque que la régularité, si on superpose les 3 flèches, les signaux des 3 flèches les uns sur les autres, la reproduction est vraiment bonne, quoi. Et donc la difficulté qu'on va avoir maintenant là-dedans, c'est d'aller rechercher les éléments très précis qui font la distinction entre un 10 et un 9, par exemple. Évidemment, l'espoir, une fois qu'on a identifié les mécanismes et on commence à les identifier, c'est de donner du feedback pour dire, là, vous êtes donc proche ou pas du flow. Et donc de renvoyer au sujet, par rapport à son action, sur son action elle-même, des signaux qui pourraient le guider. Je pense que je suis très chanceux parce que je vis ce moment de flow pratiquement à chaque championnat. Je sais pas, c'est quelque chose que j'attends tellement depuis longtemps. En tant que décathlonien, c'est un peu comme les marathoniens, on n'en fait qu'un par an. Enfin, personnellement, moi, j'en fais qu'un par an. Et j'ai l'impression d'avoir une ouïe, une vision, des sensations, un ressenti beaucoup plus accru que d'habitude qui me permet de faire des choses que j'aurais jamais cru possible. Grâce aux neurosciences, la psychologie pourrait créer une rupture sans précédent dans le monde du sport. Avec les récentes découvertes sur les aptitudes mentales des athlètes de très haut niveau, le cerveau est devenu l'objet de toutes les attentions. Je vais vous parler très franchement, en fait, d'un point de vue psychologique, je pourrais vous dire exactement si un jeune ou pas a le profil pour aller vers le très haut niveau. Quels sont les meilleurs athlètes, ceux qui ont le plus grand profil? C'est ceux qui sont extrêmement déterminés, c'est ceux qui gèrent bien le stress ou qui sont très émotionnels, parce que justement on va pouvoir aller avec très loin dans les émotions, on va pouvoir vraiment les dépasser d'un point de vue émotionnel. Et ce sont les joueurs qui sont aussi très concentrés. Aujourd'hui, pour moi, les athlètes de très haut niveau, je précise bien, élite très haut niveau, sont des surdoués. Ce sont des gens qui ont une intelligence hors norme, des capacités hors normes. Sinon, tout le monde serait athlète de très haut niveau. S'il suffisait d'aligner correctement les bras des gens, non. Il y a une réflexion, il y a une intelligence, mais elle passe par d'autres circuits. Dès lors, on peut s'interroger. Suffit-il de naître avec un mental d'acier pour devenir champion olympique? Est-ce qu'on est champion? Je pense que
Il y a peut-être des discussions à ce niveau-là, même si on est capable d'identifier, si vous voulez, un certain nombre de caractéristiques psychologiques, de dispositions psychologiques qui facilitent peut-être le parcours. Hein, mais c'est quand même un parcours. Hein. Devenir un champion, on n'est pas champion, on devient champion. Voilà, ça c'est clair. Alors ce parcours, il est diversifié, sinueux, c'est pas un long fleuve tranquille, et c'est pour ça que tout le monde ne peut pas devenir champion. Le meilleur